Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Mondovision, votre émission géopolitique sur Radio J tous les dimanches à 16h05, une émission que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de l'historien Alexandre Adler. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous suivre sur le site et l'application de Radio J et en vidéo sur notre page YouTube. Alexandre Adler, la semaine géopolitique a été marquée par les premiers jours du mandat de Joe Biden à la tête des États-Unis. L'administration démocrate s'est rapidement mise au travail avec comme priorité la lutte contre le coronavirus. Une série de mesures a été annoncée. Joe Biden qui a dit espérer une immunité collective aux États-Unis d'ici l'été. Est-ce qu'il a raison, Alexandre, de prendre tout de suite et de manière radicale le contrepoint de son prédécesseur Donald Trump? Moi, non seulement je pense qu'il a raison sur le fond, parce que l'idée et l'impératif de soigner la population est évidemment central et on voit bien les erreurs qui ont été commises, pas d'ailleurs seulement par Trump, mais par beaucoup d'acteurs de la vie sociale américaine qui ont méprisé la gravité de la pandémie. Donc la Et sécurité sanitaire doit être la oui, priorité des prochains mois. quand on arrive exactement au bilan de la Deuxième Guerre mondiale pour l'ensemble de la population américaine, oui, eh bien, il y a de quoi réfléchir. Et je crois qu'il y a de plus encore à réfléchir. Et cette réflexion va évidemment avoir son impact dans toutes les sociétés voisines de l'Europe occidentale notamment. Il faut aujourd'hui mettre la société en défense pour faire de la santé une priorité. Pas une priorité tactique du moment pour essayer d'enrayer la pandémie, mais plus généralement soigner les gens au sens large du terme. Ça comprend aussi la médecine psychiatrique, l'aide d'une manière générale aux populations. Tout ce que, dans son esprit individualiste américain, finalement, les plus forts, les plus aptes, mais aussi la justice au fond et la concurrence, sont capables de régler. Eh bien non, ce n'était pas vrai, ça n'a jamais été vrai. Le New Deal, dans les années 1930, a fait un peu litière de ses préjugés pendant un temps. Mais évidemment, l'Amérique, qui a un dynamisme qui lui est bien propre, croit toujours que l'enrichissement, la volonté des plus actifs, c'est ce qu'il y a de mieux pour sauver une société. Ce n'est pas vrai. Et cela, aujourd'hui, est en train de frapper avec une grande évidence. Et ça passe aussi, Alexandre, sur le plan international, par le retour des États-Unis au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Parfaitement. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a multiplié toutes les bêtises possibles. Elle est une assemblée générale de différents États. Où Dont les cer- Chinois sont de plus en plus influents. Hélas, oui, bien sûr. Je dis hélas, oui, non pas du tout que je sois pour diminuer l'importance de la Chine dans les organisations mondiales. Mais là, en l'occurrence, bien entendu, les représentants de la Chine, qui sont les représentants de l'État chinois, répandent le mensonge, répandent les fausses vérités, ont refusé pendant longtemps les mesures de prévention qui seraient nécessaires, bref, s'opposent à toute expertise indépendante. Mais ce n'est pas trop grave, parce que finalement, il vaut mieux avoir les Chinois dedans que dehors. On sait ce que a coûté à la Société des Nations l'abstention des uns des autres, qui a fini par ruiner les tentatives dans les années 30 d'instauration d'un gouvernement mondial. Alors l'ONU, pendant longtemps, a balbutié, mais dans les organismes de l'ONU, par exemple, il est évident que l'OMS a été plutôt importante, comme l'UNESCO à une époque, pour l'alphabétisation. Alors bien sûr, aujourd'hui, tout cela est détourné. Nous le savons très bien, mais nous savons aussi très bien qu'il y a une nouvelle donne. Et c'est le Et moment ça de passe par le retour d'un dialogue sanitaire entre les Américains et les Chinois au sein de l'OMS. mais certainement, et d'une manière générale, sur la présence américaine dans les organisations internationales où elle ne peut que faire du bien. Celle-ci peut bénéficier de l'expertise américaine et l'Amérique bénéficie en retour d'un certain humanisme, par exemple européen. Et donc, moi, je suis pour la présence de tout le monde et le plus possible. Et je suis pour aller plus loin dans le gouvernement mondial, alors qu'on sait très bien que l'impératif écologique, la transformation de la planète, concerne la Terre entière. Et ajoutons, puisque c'est une question qui nous est toujours un petit peu sensible,
que la présence des Israéliens dans ce domaine n'est pas si négligeable que cela. Ils ont été souvent à l'avant-garde, aujourd'hui ils le sont vraiment. Dans un monde où se met en place, Alexandre, se dessine de mois en mois une nouvelle géopolitique du vaccin. Avec les pays, effectivement, qui sont en avant-garde dans la vaccination, et puis ceux, malheureusement la France est du nombre, qui ont commis des erreurs de gestion. Mais il ne faut pas accabler le gouvernement, c'est très difficile, ils ont fait des bêtises, mais ils ont fait aussi des choses justes. Vous Voilà. pensez par exemple que c'est une belle victoire pour les États-Unis que le laboratoire Pfizer et Moderna également, pour Pfizer avec l'aide d'un laboratoire allemand, ait réussi à mettre en place et à lancer un vaccin qui visiblement est pour l'instant très efficace, en tout cas pour On voit depuis longtemps la première que souche. la biochimie et la biologie américaine sont un atout de pointe dans la recherche mondiale. Et on ne peut pas faire sans eux. Les Américains eux aussi bénéficient non seulement de l'apport que les Anglais, les Français, parfois l'Institut Pasteur d'ailleurs, ont pu apporter, mais aussi d'un brain drain, d'une exportation des cerveaux, car beaucoup de ces Américains sont en fait des gens nés à l'étranger et qui ont à un moment donné fait don de leurs dons et, si j'ose dire, de leur capacité et aussi de leur savoir-faire. Et finalement, ce qui est en train de naître, c'est un processus scientifique mondial. Et cela, c'est ce qu'il y a de plus exaltant aujourd'hui. C'est grâce à cela que nous allons peut-être arriver à prendre le tournant nécessaire à la révolution écologique pour sauver l'espèce humaine, tout simplement. Car si nous anéantissons la moitié des espèces animales dans le monde, si nous anéantissons avec la faune, mais ensuite la flore, et je ne bats cher de l'espèce humaine, mais je crois quand même que nous avons des ressources. Parmi celles-ci, la coopération internationale, et c'est une très bonne chose, au-delà de la tactique nécessaire à laquelle un homme comme Biden, à mon avis, est beaucoup plus sensible qu'on ne le croit, mais c'est une très bonne chose que l'Amérique soit de nouveau, puisque c'est l'État le plus mondialiste de la Terre, qu'elle devient aussi l'État dont la politique internationale est la plus mondialiste. Après, il ne faut pas être naïf, je suis d'accord. Alexandre, on va parler maintenant de géopolitique militaire. Jeudi, le chef du commandement central pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, était en déplacement en Israël. Le général américain Kenneth McKenzie s'est entretenu avec des responsables de Tsahal, notamment le chef d'état-major de l'armée Aviv Kochavi. Un déplacement qui intervient quelques jours après l'intronisation de Joe Biden à la présidence des États-Unis, mais aussi après l'intégration de l'armée israélienne au sein de ce commandement central pour le Moyen-Orient. Est-ce que c'est un message fort qu'adressent les Américains et Joe Biden en particulier à Israël? Oui, le message, c'est de dire que la sécurité d'Israël n'est pas une option parmi d'autres. Ce n'est pas une matière à option. C'est central pour la sécurité des États-Unis et notamment dans toute la région. Si les États-Unis vont certainement diminuer leur signature malgré la menace nucléaire iranienne au Moyen-Orient, et c'est la raison même, les États-Unis ne doivent pas être le gendarme de la planète. Ils ont tellement d'autres choses à faire, notamment chez eux. En revanche, oui, ils n'abandonneront pas Israël, ils s'arrangeront pour que la supériorité technologique d'Israël soit maintenue, même lorsque cela pose des problèmes dans les ventes d'armes, et ils vendront des armes, bien sûr, à l'Arabie Saoudite. On va en reparler. Mais néanmoins, oui, la priorité de la sécurité d'Israël est un aspect central de la politique américaine, et les gauchistes qui espéraient faire tomber l'alliance à laquelle Trump a plus ou moins fait semblant de faire déférence, en seront pour leurs frais. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de grandes évolutions à attendre entre le mandat de Donald Trump et celui de Joe Biden quand il s'agira d'assurer la sécurité d'Israël et de coopérer sur ces questions-là avec Jérusalem. Il n'y a, à mon avis, aucun doute. Alexandre, les discussions israélo-américaines ont notamment porté sur la menace nucléaire iranienne, évidemment. En début de semaine, le ministre des Affaires étrangères israélien, encore pour quelques semaines, Gabi Ashkenazi, a rappelé que l'option militaire contre l'Iran restait bien sur la table. Mais l'ancien chef d'état-major Ashkenazi a également mis en garde le pouvoir israélien et peut-être le futur gouvernement israélien contre toute approche confrontationnelle, si vous me permettez l'expression, à l'égard de cette administration Biden. Est-ce que vous partagez
partager cette analyse de Gabi Ashkenazi? Oui, totalement. Gabi Ashkenazi est parfaitement conscient des problèmes et il sait que le pire moyen de créer un problème, c'est de parler fort et de manière agressive à cette administration et de renforcer dans son sein les éléments anti-israéliens, lesquels, curieusement d'ailleurs, sont plutôt, à mon avis, des juifs que des non-juifs. Mais ceci est une autre histoire. Mais en tout cas, oui, c'est parfaitement juste. Il ne faut pas pousser les Américains dans des situations difficiles qui les amèneront à répondre d'une manière maladroite. Mais on a des responsabilités du côté israélien pour que les Américains ne soient pas maladroits. Donc il ne faut pas reproduire le schéma Obama dans les années 2013-2015. Ça dépend, c'est-à-dire que Obama, à cette époque-là, avait vraiment manifesté son hostilité totale à Israël et sa volonté d'aider, sous le prétexte d'un printemps arabe, à un nationalisme islamisant qui était très dangereux. Il avait réitéré aussi, bien sûr, en donnant tout son appui aux islamistes turcs, en démantelant toutes les sanctions possibles à l'Iran au moment où elles étaient nécessaires. Donc il fallait effectivement faire comprendre à Obama, et c'est encore vrai aujourd'hui, car il pense encore aujourd'hui pouvoir inspirer la politique de Trump, et il se trompe sur ce point. Donc il faut... De Biden. De Biden, oui. Pardon, Trump, non, il ne pouvait pas l'inspirer, mais Biden, oui. Il a pensé ça, et il pense encore, et il a tort. Et bien entendu, là, Israël doit montrer, mais il faut évidemment calibrer la réponse. Attaquer l'administration démocrate et Biden, ce serait la pire chose pour aider justement Erdogan et ses amis. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Sachant qu'on évoque actuellement, Alexandre Adler, des pourparlers qui vont bientôt démarrer, semble-t-il, entre Washington et Téhéran, peut-être par l'entremise de médiateurs européens. Comment Israël doit agir et participer peut-être à des négociations, mais évidemment pas celles que je viens d'évoquer, mais dans son dialogue stratégique avec les États-Unis, quel positionnement doit adopter l'État d'Israël? Si vous me permettez, je vais vous donner un diagnostic en 3 temps. Premièrement, ne jamais s'opposer à une négociation, parce qu'après tout, ça peut toujours servir, et faire doubler cette négociation de sondages en Iran même, pour faire comprendre aux Iraniens combien ils auraient tort d'utiliser la situation actuelle. Deuxièmement, serrer exactement les lignes rouges qu'il ne faut pas franchir et faire savoir ça aux Américains sans jamais faire de déclarations publiques qui leur feraient perdre la face ou rendraient la possibilité de manœuvre de Biden plus difficile. Donc, effectivement, s'entendre notamment avec les chefs des services secrets américains et les chefs militaires pour vérifier exactement quel est le point sensible. Donc il faut laisser ces discussions dans la coulisse, ne pas les exposer. Surtout pas monter par exemple AIPAC ou des lobbies aux États-Unis avant que, évidemment, des choses inacceptables n'aient été commises par les autres. C'est ce qui peut arriver. Troisièmement, formuler une politique, mais évidemment non publique, là encore, d'isolement complet de la Turquie, dont je répète que par rapport à l'Iran, c'est aujourd'hui le point le plus sensible. L'Iran est actuellement intimidé de façon efficace par la politique israélienne, notamment par la présence israélienne en Azerbaïdjan. Par contre, la Turquie est encore une puissance moyenne, avec des moyens et avec une présence dans l'OTAN qui lui permet de saboter, de jouer, etc. Il faut donc, et sans en discuter très ouvertement avec les Américains, faire en sorte que le gouvernement Erdogan soit le plus vite et le plus radicalement isolé. Même si on l'a vu ces dernières semaines, le président turc faire un certain nombre de gestes, évoquer une ouverture possible avec notamment les Européens. Il a bien compris qu'il faut jouer et que c'est un menteur professionnel. Il passe son temps à faire des coups de poker de ce genre, win-win, il faut aller dans l'intérêt général. Il n'est plus question maintenant d'un affrontement avec la Grèce dans les eaux territoriales.
Sur ce point, notre président Macron a été remarquable parce que la fermeté qu'il a montrée devant les Turcs leur a fait quand même reculer de plusieurs kilomètres. Mais il faut continuer. Il faut faire comprendre tout simplement aux élites turques qui sont remarquables et nombreuses que tant que Erdogan continue ses gesticulations, ils rendent le plus mauvais service à la Turquie sur à peu près tous les dossiers. Et bien entendu, Israël a été longtemps l'allié de la Turquie. Israël n'a rien contre les élites turques. Israël n'a rien contre le peuple turc, bien au contraire, notamment sur le plan touristique. Les Israéliens ne souhaitent qu'une chose, c'est pouvoir revenir en Turquie, mais sans cet énergumène. Mais avant cela, il faut effectivement rendre la situation impensable. Et pour cela, il faut utiliser l'actuel gouvernement grec, tout à fait remarquable, le gouvernement chypriote, notre allié, et puis évidemment le gouvernement saoudien, qui lui aussi vise de toutes les manières à ravir à Erdogan, disons, la palme du califat, parce que bien entendu, toute la politique de ce fou vise à restaurer le califat ottoman, qu'avait autrefois l'Empire turc, avant que la laïcisation de Mustafa Kemal ne prenne corps en 1923. Et rappelons que Oussama Ben Laden avait cité la date de 1923, l'abolition du califat turc, comme la catastrophe de l'islam, donc qu'il voulait relever. Oussama Ben Laden nous a quittés. Disons quand même que cette ambition turque, qui est également présente aujourd'hui en Libye, comme par hasard, ou dans d'autres États de la planète musulmane, doit cesser. Et elle doit cesser, comme on dit en anglais, with extreme prejudice, avec beaucoup de préjugés contre les gens qui les mettent en œuvre. Alexandre, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. On l'a vu, l'administration Biden est déjà très active au Moyen-Orient et elle a pris une décision importante en milieu de semaine. Washington vient de suspendre en effet les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et les chasseurs F-35 vendus aux Émirats Arabes Unis. Le département d'État évoque la nécessité, je cite Alexandre, de réexaminer la décision prise et actée dans les dernières heures de la présidence de Donald Trump, notamment en parallèle de la signature des accords d'Abraham entre Israël et Abu Dhabi. Une annonce accueillie forcément froidement à Riyad, alors que le nouveau secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'était déjà engagé la semaine dernière à mettre fin au soutien américain à la campagne militaire menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Alexandre Adler, quelle lecture faites-vous de cette suspension qu'on annonce à Washington comme temporaire ? Je pense qu'il faut virer Blinken. Déjà ? Mais bien sûr, c'est lui l'auteur de cette politique d'isolement de l'Arabie Saoudite, qui, bien entendu, je le dis à nos auditeurs, qui veut isoler l'Arabie Saoudite aujourd'hui veut isoler Israël, c'est tout. Mais ces hypocrites se cachent comme ça. Jamais. Alors bien entendu, on comprend très bien qu'il y a des précautions à prendre, elles ont été prises, mais il faut que les accords qui ont été pris en faveur des Saoudiens, des pays du Golfe et de la guerre contre les islamistes yéménites les Houthis continuent, là encore, avec force. Et évidemment, il faut que l'Amérique s'engage. Il faut que, bien entendu, on utilise ce délai qui, après tout, n'est pas illégitime, mais pas pour faire ce que M. Blinken et compagnie essayent de faire. C'est plutôt au Sénat de refuser finalement la validation de Blinken comme secrétaire d'État. C'est une erreur. Alexandre, c'est déjà la fin de ce numéro de Mondovision, l'émission de géopolitique d'Alexandre Adler, présentée par Steve Nadjar. Merci, cher Alexandre, d'avoir une nouvelle fois décrypté cette actualité géopolitique dominée par les premières heures et les premiers jours de l'administration Joe Biden. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité à Mondovision. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radioj.fr et sur notre application. Une émission également disponible en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. À dimanche prochain, Alexandre, pour un nouveau numéro de Mondovision. Merci, à la semaine prochaine.